Je voudrais vous parler aujourd'hui de Moussologie, l'œuvre philosophique monumentale de Zaira Cataldo, publiée en 1935 et tombée dans l'oubli depuis. Dans cette œuvre, il est souvent question de cet être en déroute dont elle décrit difficilement le mode d'existence dans des pages qui ne sont pas aisées à décrypter. Je la cite. La moussologie part du constat qu'une chose ne peut jamais être entièrement et n'existe que comme écume de soi. L'erreur de la métaphysique fut de considérer qu'il existait une univocité du concept d'être et de penser toute enquête sur le monde à partir d'une telle univocité. La moussologie fait le constat que l'univocité en question ne peut être que potentielle. Ainsi, toute ontologie doit, en toute honnêteté, accepter une certaine forme de défaite. Les choses ne sont jamais que des êtres en déroute. En relisant ce texte l'autre jour, texte dont il n'existe, je crois, aucune traduction française et aucune réédition italienne depuis 1935, texte que j'ai obtenu je ne sais même pas comment ni par quel intermédiaire, j'ai immédiatement pensé à ce geste que j'avais vu être fait par ma fille dans son petit lit d'enfant alors que la lumière pâle du matin hivernal traversait, par longs raies, l'espace de sa chambre à coucher. Alors que j'entrais pour venir la chercher, je l'ai vue, debout dans son lit à barreaux, tentant d'attraper à pleine main les rayons lumineux où dansaient de minuscules grains de poussière. Il me semble que, si je dois dire ce que provoque en moi comme méditation, la vision de ce geste, de cette main tendue vers la lumière pour la saisir, alors je dois parler de Zaira Cataldo et de ce travail autour d'une anti-ontologie ou d'une ontologie transversale, comme elle appelle parfois la moussologie. Mais de quoi s'agit-il ? Le constat de Cataldo est celui du poids d'une tradition métaphysique pontifiante sur le travail philosophique et tente d'échapper à l'appel de l'être, comme elle le nomme dans sa préface, qui conduit cet appel à rapporter le monde à une somme infinie des temps. Pour elle, cette conséquence est délétère car elle conduit à la fragmentation infinie du monde en une multitude, une archipélisation de la réalité qui va rapporter le continuum réel des choses à un ensemble d'îlots autonomes, de monades, dont on ne peut jamais authentiquement penser la relation. Ainsi soumise à une multiplication infinie, l'ontologie s'annule elle-même, puisqu'au lieu de permettre de comprendre la nature de l'être, elle ne ferait, selon Cataldo, que diffracter la réalité sous le prisme déformant de la métaphysique. Or, une telle diffraction serait problématique dans la mesure où elle empêcherait de rendre compte de ce qui importe le plus, selon Cataldo, dans l'étude des choses, c'est-à-dire l'étude de leurs relations. Néanmoins, la solution classique à ce problème, fait-elle remarquer au chapitre 6, est de présumer l'existence d'un être unifié sous les étangs. Être qui se manifesterait sous les atours de la multiplicité, certes, mais qui, fondamentalement, ne pourrait jamais être pensé qu'en lui-même et pour lui-même. Mais une telle solution est aussi éminemment problématique pour Cataldo, qui y voit un pharmacone philosophique, un remède menant à l'empoisonnement. En effet, l'idée que la réalité ne serait pas multiple, mais une, ramenée tout entière à l'être sous les étangs, serait une idée qui, en préférant l'absolu continuum à l'absolue fragmentation, réduirait là encore à néant la possibilité de la relation. La relation, écrit-elle, ne se pense que sous l'ordre de la différence et ne peut donc émerger du continuum. Les choses sont donc claires pour Cataldo. La métaphysique classique est incapable de penser la nature de l'être puisqu'elle tombe systématiquement dans un écueil ou dans un autre. Ou bien elle est ontologie des étangs et alors elle est réduction à l'infini dans la multiplicité, ou bien elle est ontologie de l'être et alors elle est anéantissement de la relation qui, pour Cataldo, constitue pourtant la seule réalité effective du monde. La seule option possible, selon Cataldo, est celle qui choisirait de prendre à bras le corps l'ambivalence problématique de l'être et qui, sans tomber dans la réduction infinie dans le multiple,
ni dans la sédimentation abusive du divers dans une totalité, envisagerait la réalité à partir du prisme de ce qu'elle nomme donc moussistance, l'existence de l'être à l'état mousseux. Les choses, écrit-elle dans son journal, ne sont jamais parfaitement elles-mêmes, et si elles sont solides, ce n'est qu'au niveau d'un impénétrable noyau. Nous, ce noyau, nous ne le percevons jamais, et nous ne le pensons pas. Nous appréhendons la limite indécise des réalités, limite constituée d'être, mais aussi de vide. Si je dis de l'être qu'il existe à l'état mousseux, c'est au sens où l'être est bien amas de bulles qui se forment en surface d'un noyau organisé. La moussistance se rapproche en cela de ce que Simondon nomme individuation. Mais il s'agit pour Cataldo de relever, à partir d'une position métaphysique, ou plutôt de ce qu'elle choisira de nommer une infraphysique, ce que l'être peut signifier. Dans une perspective proche aussi de celle de Bergson, elle considère ainsi que le langage sédimente abusivement la mousse de l'être, ou plutôt qu'il ne peut pas, par sa structure même, désigner l'être dans sa bordure, là où justement il tremble et ne peut pas être précisément caractérisé. Dans son roman « Océan-mer », Baricot met en scène Ismaël Barthelbaum, professeur émérite et spécialiste des limites observables dans la nature, qui, justement, se heurte, ce professeur, à l'impossibilité de définir avec une précision suffisante les limites de l'océan. La frontière, par nature fluente que les vagues forment sur la plage, et même l'écume de ces vagues, représente assez bien, je crois, la perspective moussologique au sens de Cataldo. Elle tire, en tout cas, de cette infraphysique des bords de l'être, une réflexion éthique et politiquement articulée sur des mises en situation. D'un point de vue éthique, en effet, c'est tout un rapport à l'altérité qui se noue dans cette manière paradoxale de définir ou de ne pas définir l'être. D'un point de vue politique, c'est aussi un questionnement sur les risques que fait peser sur toute société ce que Cataldo désigne comme le point de vue étatique. Ce point de vue étatique et la manière dont une moussologie politique pourrait, sous certaines conditions, permettre de le déjouer, nous ne le saurons jamais exactement car Zaira Cataldo a disparu, sans laisser aucune trace, avant d'avoir pu s'atteler à son entreprise politique. Néanmoins, la lecture de ses notes de thèse, mystérieusement conservées après sa disparition, permet de se représenter ce qu'aurait pu être le développement de ce point de vue étatique dans une moussologie politique. Le point de vue étatique, par l'armature technosociale qu'il produit, sédimente l'être jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible à l'individu d'échapper à ce qui ressemble à un empierrement. Dans l'analyse de Cataldo, un tel empierrement n'est pas la marque d'une identité qui viendrait enfin à se réaliser, mais au contraire, une forme paradoxale de dissolution. L'indétermination des frontières de l'être, dans l'ontologie moussologique, est une des conditions mêmes de l'être, et c'est pourquoi il est intéressant de rapprocher cette hypothèse des réflexions de Simondon au sujet de l'individuation comme processus de déphasage. De ça, j'en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, Cataldo présente ce point de vue étatique comme une des sources de la conflictualité politique elle-même. L'individu, pris dans l'armature de l'État, cherchant par des moyens discrets à rejouer le flottement des bords que l'existence moussologique suppose, découvrant notamment dans l'épreuve de son corps la possibilité existentielle, éthique et politique de fragiliser du dedans tout empierrement, toute fixation identitaire. Or, cette dialectique de l'empierrement et de mise en péril salvatrice de cet empierrement est précisément ce qui m'intéresse, et dont je me suis souvenu cette fois où j'ai vu ma fille tenter d'attraper avec ses doigts la lumière. Encore trop petite pour avoir subi l'empierrement que le langage produit sur la réalité flottante, il ne lui paraissait pas impropre, comme geste, de chercher à se saisir de ce qui, pour moi, paraît être l'immatériel par excellence. Mais la question que je me pose, c'est ce que ce geste enfantin signifiait ou signifie encore pour moi. Depuis longtemps, je tourne autour de ce motif de l'enfance et des gestes de l'enfance et de la mémoire de l'enfance. L'un des points sur lesquels je me sens souvent en résistance, en désaccord avec les analyses de l'enfance, est cette idée que la pensée de l'enfance serait toujours pensée située sur une ligne de développement potentiel, une ligne de temps.
Le geste de l'enfant qui veut se saisir de la lumière, ce geste sans conséquence et manifestant une certaine méconnaissance du monde, peut bien sûr être compris à partir de cette idée que c'est progressivement que l'empirement existentiel se produit, et avec lui, l'empirement réel. La réalité, mouvante et indécise, avec en son centre un substrat subjectif lui-même encore imprécisément caractérisé, en cours de développement, pouvant même prendre la forme équivoque d'un substrat général et indistingué de l'autour. Tout cela serait lentement figé par le développement de l'enfant, son entrée dans le langage, son calage sur une orthopraxie liée à un imaginaire collectivement constitué et précédent. Mais je pense que ce geste peut être compris autrement qu'en le raccordant aux machineries abstraites qui l'articuleront au développement psychologique, au simple fait de grandir. De l'autre côté, je n'aime pas non plus les mythifications de l'enfance et d'une forme de vérité supérieure qui émergerait de l'enfance et de ses gestes, le motif d'une pureté, d'une innocence, ensuite polluée par le monde, me semble être un motif dangereux, dans ce qu'il conduit justement à un empirement identitaire et ne permet pas l'appréhension phénoménologique et toujours problématique de l'indécision des limites dont parle justement Cataldo. C'est pourquoi je pense que si j'écrivais cette thèse, si je m'y lançais finalement, il serait aussi question de l'enfance, dans la tension indécise qui se produit quand l'enfance est reconvoquée en nous, par observation attentive de l'enfant ou de sa propre enfance toujours prise dans une gangue mémorielle ou souvent rapportée aux concepts et aux dichotomies propres à une pensée déshabituée à attraper la lumière. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde le geste de l'enfant qui cherche à se saisir d'un objet insaisissable, mais quand on le fait sans vouloir rapporter ce geste à une immaturité ou au contraire à une sorte de pré-savoir lié à un privilège, à une pureté de ce qui n'a pas encore été corrompu? Qu'est-ce qui se passe si, au lieu de penser l'enfance, on cherche à l'approcher, pour reprendre justement la notion riche de connaissance approchante chez Simondon? L'enfance n'est plus alors une catégorie spécifiant un certain moment d'une existence, ou bien par analogie ou métaphore une certaine qualification d'un état qui se rapporterait à certaines réalités spécifiques de l'enfance, dont l'immaturité pourrait être un trait. Mais elle devient autre chose qui peut largement déborder, je crois, ce champ particulier. Peut-être le nom d'une position éthique, peut-être le nom d'une tendance politique ou esthétique, peut-être un mot remplaçant la moussistance dans ma propre métaphysique personnelle. Bref, faudra que j'y pense encore, je crois. Il faudra que j'écrive à ce sujet. Mais maintenant, je dois vous faire un aveu. Zahira Cataldo n'existe pas. Et cette inexistence, je dois vous en parler. Et je vous en parlerai la prochaine fois. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me pousse à continuer. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, ça m'intéressera de discuter avec vous d'une théorie qui n'a jamais existé. Et dans tous les cas, merci de m'avoir écouté.